Bienvenue à tous. On va écouter vos différents points de vue et vos actions. On a quelques questions pour vous. Ce que je vous propose de faire avant de vous entendre François Hollande, c'est de simplement présenter les activités de chacun. Attendez, je reprends ma petite fiche. Claire Toury, vous êtes à la tête d'AnimaFac, qui est un réseau d'associations d'étudiants. On va en parler dans un instant. Céline Le Richesse, en blanc ici, vous êtes à la tête de Pro Bono Lab. On devine un peu de quoi il peut s'agir. Moi, je le vois comme une sorte de grand cabinet de conseil à destination de ce qui n'est pas entreprise. On reviendra dessus également. Philippe Jachan, dois-je vous présenter, vous dirigez le mouvement associatif. François Hollande, président de La France s'engage. Claire de Mazancourt, qui pilote l'Institut de l'engagement lié au service civique. Là aussi, on viendra dans le détail. Et puis Niels Pedersen, président de La Fonda, qui est un laboratoire d'idées en français. Hein, on évite de dire think tank, c'est ça, pour justement donner, nourrir et faire avancer les réflexions du monde associatif. Je ne vous ai pas donné voix au chapitre pour répondre à cette présentation. On y viendra dans un instant. Monsieur le Président, je suis très émue, hein, je vais essayer de le cacher. Oups. Merci d'être avec nous. On a une discussion là qui n'est pas politique, du coup. On vous accueille évidemment en tant que président de cette fondation. Pourquoi avoir voulu créer votre fondation? Et puis d'ailleurs, je me demandais pourquoi elle ne porte pas votre nom, comme ça se fait parfois. Alors d'abord, merci pour cette invitation. J'avais lancé, lorsque j'étais président, un chantier que je voulais majeur et qui ne s'incarnait pas dans un monument, dans un équipement, mais dans une action humaine. Et Martin Hirsch avait eu l'idée que nous puissions, puisqu'il était à l'Institut du service civique, que nous puissions offrir à tous ceux qui voulaient s'engager une possibilité d'être soutenus dans leur initiative à travers un grand concours que nous avons donc lancé, et ça a été La France s'engage. Donc opération lancée par l'État, encadrée par l'État et avec une grande entreprise privée en appui qui était Total. À la fin de mon mandat, j'ai voulu qu'il puisse y avoir une suite à cette action et à ce chantier, et que nous puissions rassembler encore davantage de financements, bon, ceux de l'État étant acquis, en tout cas pour un temps, et ceux des entreprises qui pouvaient donc s'ajouter. Et ça a donné lieu à la création d'une fondation qui ne porte pas mon nom, qui porte l'idée de La France s'engage. Parce que sinon, si elle avait porté mon nom, peut-être qu'on aurait dit s'engage derrière François Hollande, et vous imaginez ce que ça aurait pu avoir comme éventuel commentaire. Donc tous ceux qui sont labellisés le sont à travers une procédure qui est menée par une équipe tout à fait compétente, avec une participation des salariés des entreprises dans la sélection des projets et un jury qui délibère en toute indépendance, ce qui fait qu'on a pu labelliser plus d'une centaine de projets avec des impacts sociaux que l'on peut évaluer. Et je pense que c'est un révélateur d'une extrême vitalité de l'engagement. Et ce que j'ai découvert, chemin faisant, aussi bien lorsque j'étais président de la République que lorsque maintenant je préside cette fondation, c'est qu'il y a énormément de projets, des projets déjà menés à bien pour une grande part, qui demandent un appui, un encadrement, un soutien financier, et surtout qui demandent à être reconnus. Je me suis aussi rendu compte, et j'en aurais terminé, qu'il existe beaucoup de fondations, toutes honorables, toutes avec de bons objectifs. Chaque grande entreprise voulant sa fondation, ou ça peut arriver, chaque ancien président, et ça sera de plus en plus fréquent, voudra avoir une fondation. Donc, ce qui compte, c'est d'abord de mettre un peu de coordination, et ça sera un des sujets, à mon avis, qu'il faut évoquer. C'est-à-dire comment faire que dans cette ébullition d'initiatives souvent portées par des grandes entreprises ou par le monde associatif, on puisse mettre un peu de lien. Et deuxièmement, que chaque fondation, et celle que je préside encore davantage, ait une spécificité, soit reconnue comme telle.
et puisse donc faire venir à l'aboutissement, ou en tout cas à la consécration, des projets qui, sans elle, sans cette fondation, n'auraient pas pu se développer aussi rapidement. Alors après, il y a le thème de l'engagement lui-même. Il se trouve que moi, j'ai toujours été engagé d'une certaine façon, mais chaque génération trouve des formes d'engagement différentes. Et je me retrouve dans ce que disait l'orateur précédent. Dans la génération qui vient, y compris celle qui est portée par les technologies ou qui porte les technologies, il y a une volonté d'engagement, de solidarité et de préservation de la planète, ce qui fait que je pense que ce que nous appelons l'économie sociale et solidaire, ou ce que les associations portent depuis très longtemps, a un grand avenir. Vous parliez de spécificité, Monsieur le Président. Justement, je vous demande quelles sont celles de votre fondation, de la Fondation La France s'engage. J'ai compris que ça pensait global et international, enfin au-delà de la France dès le départ, et aussi au plus proche des territoires. Vous pouvez nous éclairer? Oui, il y a 3 critères. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait une innovation. Parce que, autrement, il y a plein de formules d'engagement qui sont tout à fait honorables, respectables, qui doivent être valorisées, mais qui s'inscrivent dans une tradition ou dans une répétition. Et on a besoin de ces formes d'engagement. Là, il faut qu'il y ait une innovation. L'innovation n'est pas nécessairement technologique. Elle peut être humaine, organisationnelle, elle peut être géographique. Et ça, c'est le deuxième critère. Au-delà de l'innovation, il faut que l'initiative qui va être labellisée puisse être généralisable, aussi bien en France, sur le territoire, tous les territoires, qu'au plan mondial, si c'est possible. C'est-à-dire que cette initiative, qui vienne d'un groupe humain localisé ici en France, puisse être, en définitive, un exemple de ce qu'il est possible de faire et que l'on peut traduire à l'échelle d'un territoire plus large. Et le troisième critère, il faut qu'il y ait un impact social. Alors comment, c'est une des difficultés que nous avons en face de nous, comment évaluer l'impact d'une initiative sociale, d'une innovation, d'un engagement? Et nous devons tous travailler à ces évaluations. Et le monde universitaire veut aussi prêter son concours pour que nous puissions, quelques années après, ou tout au long de l'expérience, de l'accompagnement, évaluer l'impact social. L'impact social, c'est-à-dire qu'il faut qu'une population importante puisse avoir vu sa vie changer, ou peut-être qu'une petite partie de la population ait vu sa vie considérablement changer. Parlons des jeunes qui sont au centre de nos discussions, on l'a compris. En quoi la Fondation La France s'engage s'adresse particulièrement aux jeunes? Qu'est-ce que vous faites de spécifique pour les attirer, capter leurs énergies? Ce n'est pas une fondation dirigée vers les jeunes, même si nous savons qu'il y a un potentiel d'engagement beaucoup plus grand dans une génération, celle qui arrive ou aux responsabilités ou à la maturité. Je crois que ce n'est pas un problème d'âge, c'est vraiment une conception de l'engagement. Je vais prendre un exemple parce que c'est celui que j'ai à l'esprit le plus récent. Nous sommes allés labelliser, enfin nous avions labellisé une initiative dans un hôpital à Rennes qui accompagne les enfants qui vont se faire opérer et avec un système assez ingénieux d'utilisation d'une tablette et avec une visualisation du parcours que l'enfant doit accomplir avant de se faire opérer ou après s'être fait opérer. Là, c'est le personnel hospitalier, en l'occurrence du CHU de Rennes, qui s'était mobilisé, et j'allais dire, il y en avait de tous âges. C'était pour des enfants, mais le personnel, lui, il était intergénérationnel. Cette opération, elle s'est répliquée dans 45 établissements hospitaliers. Donc il y a un effet, non pas d'imitation, parce que ce n'est pas exactement le même procédé, mais c'est le même processus. Donc voilà, je fais en sorte de ne pas simplement m'adresser aux jeunes, parce que je considère que la ressource, elle est humaine, elle n'est pas générationnelle. Oui, on ne met pas les forces vives dans des cases, quoi, si je comprends bien. Ça me rassure personnellement, si vous voulez. C'est ça, je suis en phase, écoutez. Et les salariés des entreprises, quand on est actif, je le disais en introduction, on a quand même
moins de temps que peut-être quand on est étudiant ou plus tard dans la vie. Qu'est-ce que la France s'engage propose pour capter ces forces-là? Comment vous l'envisagez? Oui, d'abord, on a eu des initiatives qui sont venues jusqu'à nous, qui ont été pour certaines labellisées, où des entreprises permettent à leurs salariés de, j'allais dire distraire, je ne sais pas si le mot est juste d'ailleurs, de dégager du temps pour accompagner une initiative ou une association. Donc le salarié, toujours payé par l'entreprise, fait que non seulement il accomplit l'acte pour lequel il est rémunéré, mais en plus, une partie de son temps de travail, est affectée à l'accompagnement d'un projet. Ce que l'on fait avec le mécénat d'entreprise correspond aussi à cette idée-là, mécénat de compétences qui sont apportées à des associations ou à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et puis dans la fondation, puisqu'il y a plusieurs entreprises qui y contribuent, nous avons voulu que les salariés de ces entreprises puissent être associés au processus de choix des initiatives et des projets. Et ça leur donne l'idée... Ça change tout. Oui, ça change beaucoup de choses. D'abord, ça change la sélection. Hein, ce n'est pas les experts, ce sont les salariés. Et deuxièmement, ça induit dans les entreprises concernées l'idée d'innovation, l'idée d'engagement et l'idée tout court qu'il est possible aussi de créer sa propre initiative au-delà même de l'entreprise. Donc ça a eu un certain succès et les entreprises y trouvent leur compte. Parce qu'il faut toujours penser que les entreprises ne font pas de l'intérêt général simplement pour la philanthropie. L'intérêt général peut aussi correspondre à un intérêt particulier qui est simplement la motivation, la mobilisation des salariés ou l'image de l'entreprise. Et je crois qu'il faut en jouer au maximum. Peut-être que ce point-là est aussi un petit peu nouveau pour l'univers associatif, s'habituer à l'idée que c'est OK de fonctionner avec des entreprises qui ont une visée peut-être pas uniquement sociale ou non lucrative. Oui, les entreprises, bon, si elles créent des fondations, c'est parce qu'elles sentent bien qu'il y a ce besoin de partage, de solidarité, aussi de répondre à des besoins qui ne sont pas que marchands. Mais il y a l'idée de la notoriété, de donner une image, mais comme je le disais, il y a aussi le thème de l'implication des salariés. Et puis, ce que j'ai découvert, c'est que beaucoup de fondations d'entreprises, beaucoup d'entreprises, veulent aller chercher dans l'économie sociale et solidaire ce qu'il y a de plus innovant, pour en capter aussi à la fois les talents, les découvertes, les services rendus. Ce qui pose bon, c'est la vie, ça. La compétition, elle est aussi partout. Mais ce qui pose une question qui va être de plus en plus présente, c'est quelle est la frontière entre l'économie marchande et l'économie sociale et solidaire? Qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre du désintérêt, de l'utilité, de la solidarité? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la rentabilité? Je ne parle pas de l'efficacité, parce que l'efficacité est partout, ou doit être partout, mais de la rentabilité et du résultat. Et il y a, je le constate, des entreprises qui commencent dans le secteur marchand et qui finalement vont découvrir que leur objet est de l'économie sociale et solidaire et qu'elles rendent des services qui ne doivent pas être simplement fondés sur la recherche du résultat. Mais à l'inverse, on va voir des entreprises qui commencent dans l'économie sociale et solidaire, qui ont trouvé des innovations particulièrement brillantes, avec des applications à ce que le numérique offre, et qui vont progressivement dériver vers l'économie marchande. Et on peut même trouver dans une même organisation deux secteurs qui vont se compléter, de l'économie sociale et solidaire et de l'économie privée. Je vais prendre juste un exemple. Nous étions sur l'île de la Réunion et nous avons visité un candidat pour une labellisation qui a inventé un triporteur électrique avec beaucoup d'innovation. Je ne dis pas que ça sera le mode de transport à Paris pour les années qui viennent, mais bon, en tout cas pour beaucoup de villes, ça peut être un changement considérable, hein, notamment pour les livraisons. Et il y a déjà des contrats qui sont passés avec des grands noms, des grandes enseignes. Et c'est un chantier d'insertion qui fabrique le triporteur. Donc on voit qu'il y a ce mélange
pas cette confusion, parce que tout est bien séparé, mais où on fait de l'insertion et on fait de l'innovation et on fait aussi des contrats pour des grands comptes. Est-ce que cet exemple de synergie et les autres qu'on aura imaginés sont justement ce qui vous permettent d'avoir des ambitions fortes? Est-ce qu'il fallait ça pour voir grand ou être sûr de pouvoir aller loin? Parce que vous affichez des ambitions sérieuses. Hein. Vous parlez de ma fondation, oui. Tout à fait. Donc... Ne me tentez pas. Oui. Donc... Je ne sais pas si on m'applaudit pour que je sois dans la fondation ou pas dans la fondation, mais je ne vais pas plus loin. Donc, l'ambition, elle est néanmoins limitée. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de financement. On ne labellise finalement qu'une quinzaine de projets, un peu plus maintenant avec un concours Jeune Pousse, un peu plus avec un concours pour l'outre-mer, mais c'est assez peu. Et il faut éviter que ce soit toujours les mêmes projets qui soient financés par de multiples sources de financement. Oui. On les connaît. Il y a des spécialistes maintenant. Hein. Donc, ça réagit dans la salle, je crois que vous les connaissez aussi. Voilà. Je pense que ou les spécialistes sont représentés dans la salle, ou on les a rencontrés. Bon. Et donc, ils jouent beaucoup de cette carte-là, et puis une labellisation en entraîne une autre, et on s'aperçoit qu'on surfinance un certain nombre de projets et qu'on sous-finance d'autres. Donc, je crois qu'il faut rester avec un objectif limité et il faut éviter de financer ce qui ne doit pas l'être. Donc l'ambition, elle doit être, à mon avis, plus dans la recherche de l'objectif que dans le nombre de projets soutenus. Qualité plus que quantité à tout prix. J'ai très envie d'inviter nos autres participants à réagir ensuite à vos propos et puis à présenter leurs activités. On leur passe la parole. Je commence par Philippe Jachand. Philippe, je me décale un peu pour vous voir. Alors, vous êtes le porte-voix, hein, on l'a dit, à la tête du mouvement associatif. Vous êtes le porte-voix du milieu associatif, peut-être la vigie aussi de ce qui se passe. Et je sais que quand on vous écoute, on vous entend peut-être plus avoir des points d'attention et de vigilance. Est-ce que la situation actuelle vous porte toujours à la vigilance? Je crois que oui. On a 2-3 thèmes à évoquer ensemble. Peut-être que vous voulez rappeler ce qu'est le mouvement associatif qui existe depuis 1981, c'est ça? A évolué. Un peu moins. Nous fêtons nos 20 ans en 2019. Ah bon, très bien. Alors, je confonds avec la Fonda qui est née en 1981. Cette date, étonnamment, m'a marqué. En revanche, le fait associatif remonte au 19e siècle déjà, et même au-delà, et puis la loi 1901. Écoutez, je vous remercie tout d'abord pour la peau de mouton. La charmante peau de mouton. Alors, j'espère qu'elle est synthétique, mais ça tient chaud, et c'est pas désagréable. Non, écoutez, quelques éléments. Alors, j'aime pas trop le terme vigie, mais même si de temps en temps, il faut... Non, parce que il faut savoir être vigie de temps en temps, j'en parlerai, mais je veux commencer plutôt par des éléments encourageants, en tout cas d'encouragement pour ce que nous portons et ce que nous représentons. Je pense que le président Hollande en a parlé juste avant, la séquence précédente l'a également évoqué. On est plutôt dans une période, nous, de notre côté, qui nous conforte assez bien. C'est-à-dire, c'est une période, effectivement, de dynamisme, où l'envie d'engagement, je crois que tout à l'heure, un certain nombre de chiffres ont été donnés, on devrait y revenir, ne se dément pas. Le bénévolat en France continue de s'accroître, 4% de moyenne par an. Le taux d'engagement chez les jeunes en France continue de s'accroître, plus que d'ailleurs dans les autres catégories, et notamment chez les retraités. Si on regarde, par exemple, l'engagement des lycéens, c'est 44% d'entre eux qui sont engagés dans le monde associatif. Donc il y a une volonté réelle et un engouement pour l'engagement aujourd'hui. Il se fait beaucoup, essentiellement, dans le monde associatif. Et alors, je ne vais pas gloser sur les raisons de ça. Chaque génération, effectivement, trouve ces nouvelles formes d'engagement. On en parlera avec Anima Fac, oui, entre autres. Très certainement. On peut peut-être s'interroger, ou en tout cas poser une hypothèse sur le fait que, d'une certaine façon, il y a une quête de sens probablement renouvelée et importante aujourd'hui dans un monde
où on a un peu du mal collectivement à voir, ou en tout cas à l'inverse, on est plutôt face à des enjeux qui sont de plus en plus anxiogènes. Si on regarde tous les jours ce qui se dit sur les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, les enjeux, ce qu'on a appelé, je pense exagérément, la crise migratoire, je pourrais y revenir, mais voilà un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui, vous avez face à une situation où l'engagement ne se fait plus beaucoup dans les partis politiques, ne se fait plus Ni beaucoup, les syndicats. Ni les syndicats d'ailleurs, ne se fait plus beaucoup par le vote. Et il ne faut pas s'en réjouir, c'est-à-dire les niveaux, les taux d'abstention, élection après élection, qui se répètent à l'envi, sont un signal. Mais ça n'est pas un désengagement des citoyens. Ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a plutôt un engagement qui continue de s'accroître et une volonté des citoyens de s'engager ailleurs, ou en tout cas de le faire peut-être plus par eux-mêmes, plus en prenant eux-mêmes des initiatives par rapport à ça. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Le deuxième élément, c'est que nous disons, et c'est peut-être là où on peut être un peu vigile, c'est que il faut encourager, il faut favoriser cet engagement-là, il faut le nourrir, il faut le faciliter. Aujourd'hui, il n'est pas universel, c'est-à-dire dans les engagements que l'on connaît, il faut pouvoir s'engager. Il faut avoir du temps pour ça, que ce soit au milieu professionnel ou quand on est jeune. Et il y a des catégories de la population qui n'ont pas les moyens de s'engager. Donc il y a un enjeu déjà à le rendre universel, à le permettre, notamment chez les catégories les plus défavorisées de la population. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que pour cela, nous disons attention à des injonctions d'engagement par le haut. On ne construit pas une société de l'engagement, on la facilite, on la nourrit et on lui permet d'émerger, on lui fait confiance. Ce que vous nous dites, Philippe Jachand, c'est que si l'engagement prend une forme presque un peu obligatoire ou tellement régimentée, sans jeu de mots, bah, ça sera plus sexy du tout ni pour les jeunes ni pour personne. C'est ça que j'entends ? Ben oui, c'est-à-dire que je pense que nous sommes convaincus que si l'engagement doit pouvoir se déployer, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Et que, encore une fois, le nombre de bénévoles et le nombre d'engagés en France continue de s'accroître. Donc elle est là, la société de l'engagement dont on parle. Il faut donc la voir, la soutenir, la valoriser et aller la soutenir là où elle se trouve. Alors le service national universel, quelle forme ça peut prendre ? Est-ce que c'est... on l'imagine intéressant pour permettre de donner accès et envie à l'engagement des jeunes, a fortiori ceux qui sont peut-être le plus loin de ces univers-là. Qu'est-ce qu'il faut pour... Quel point de vigilance, vous le disiez, attention à ce que ce ne soit pas obligatoire, mais des conseils pratiques, plus concrets. Alors, il y a deux dimensions. Vous avez une dimension qui peut relever de ce qu'on appelle le code et où il s'agit de favoriser l'éducation civique, l'enseignement d'un certain nombre de valeurs de la République, etc. Bon, ça, c'est un aspect. Il y a un deuxième aspect qui nous semble intéressant. Si le SNU devait être utile, c'est qu'il favorise la rencontre entre, encore une fois, un encouragement public à l'engagement pour l'ensemble des classes d'âge et donc des jeunes de la République. Donc d'aller effectivement nourrir des graines, opposer des graines d'engagement et permettre la rencontre en fait entre des jeunes et des espaces, des associations, des lieux où l'engagement est possible. Donc on le voit plus comme un relais, comme un tremplin pour des engagements plus longs et que nous souhaitons nourrir tout au long de la vie, qu'une forme de stricte contrainte où on va expliquer, où on voudrait enseigner ce que serait le bon ou le mauvais engagement, si vous voulez. Voilà. Mais il y a une dimension éducation civique, pour le dire rapidement, et il y a une deuxième dimension qui nous paraît importante et qui serait une réussite si on la traitait avec les acteurs qui reçoivent au quotidien des demandes, notamment le monde associatif, et qui ne sont pas toujours forcément bien outillés aujourd'hui pour accueillir, on pourra peut-être en reparler, mais cette séquence-là, elle doit être nécessairement co-construite avec les jeunes eux-mêmes, avec le monde associatif notamment, pour que ça ne soit pas simplement de l'injonction, ni pour les uns ni pour les autres. Et alors, puisque je vous sollicitez sur des conseils concrets, il se trouve que vous sortez le rapport, je cite, « Chantier vie associative », qui est vraiment une mine de propositions, une 50aine, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapport ?
Oui, alors je ne voudrais pas être trop long, donc je ne vais Et pas on exposer termine avec ce point, je ne on vais pas passe exposer les 59 mesures. Non. Non, rapidement, l'objet de ce rapport, le rapport a été co-élaboré par plus de 40 réseaux associatifs en lien avec une quinzaine d'administrations publiques, et donc dans le cadre du dialogue qui a été ouvert par le Premier ministre en novembre dernier pour nourrir une politique de vie associative en fait en France. Bon, donc nous avons présenté le rapport en juin dernier. Nous attendons encore les arbitrages qui seront rendus sur ce rapport. L'enjeu pour nous, c'est que nous disons, s'il y a une volonté, notamment sur la question de l'engagement, de soutenir et de nourrir l'engagement, et qu'il y ait une société d'engagement qui soit dynamique, ça nous paraît fondamental pour la vitalité démocratique du pays. Pour cela, il y a besoin d'une vie associative soutenue, confortée, renforcée également. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. C'est un des principes du rapport. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, nous avons fait des propositions pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire favoriser, renforcer, permettre l'engagement, donc notamment pour faciliter l'engagement tout au long de la vie, pour nourrir les instruments de formation des bénévoles. Si je prends le Fonds de développement de la vie associative, par exemple, c'est 8 millions d'euros aujourd'hui qui sont dotés. Donc ça répond à 1,5%. Oui, j'allais dire, c'est beaucoup ou pas beaucoup? On dit millions, mais finalement... C'est ridicule, c'est 1,5% des bénévoles en France qui en bénéficient. Donc l'engagement, si on veut le nourrir, il faut l'accompagner. Les engagements, ce sont des prises de responsabilité qui ont besoin d'être soutenues, qui ont besoin d'être... Donc formation, accompagnement, grande politique de formation et d'accompagnement. Sécurisation de l'environnement également fiscal, du monde associatif, parce que lorsqu'on s'engage, qu'on prend des responsabilités, il faut qu'on puisse avoir aussi un peu de visibilité sur les structures que nous montons soi-même ou dans lesquelles on s'investit. Et puis, sécurisation juridique. Protection de l'engagement. Alors je fais un petit pas de côté là-dessus, qui n'en est pas complètement un, mais l'engagement, c'est aussi l'engagement solidaire. Il y a eu beaucoup de séquences, alors en France, mais aussi en Europe, quand on regarde la situation aujourd'hui de la société civile, ou des engagés qui s'engagent pour des causes, qui sont des causes d'intérêt général. Je vais prendre la cause de l'accueil des réfugiés, par exemple, ou dans certains pays où l'engagement est criminalisé, c'est-à-dire l'engagement solidaire devient une sorte de délit. Donc il faut le sécuriser. Donc ce sont autant d'éléments essentiels à la vitalité démocratique, et nous pensons qu'il est important que les pouvoirs publics aussi soient des garants, des protecteurs de ce droit à l'engagement, y compris sur des causes, et notamment et surtout quand ce sont des causes solidaires. Merci Philippe Jachand. Je reviens à vous tout à l'heure pour parler de gouvernance. Merci. Alors, je vais donner la parole à tour de rôle à chacun d'entre vous. Et François Hollande, puisque vous êtes avec nous, j'espère bien que vous aurez envie de réagir ou de questionner aussi peut-être les témoins présents aujourd'hui. Claire Toury, qui est juste en face de moi, on a parlé des lycéens. Je me suis dit, mais ce sont les futurs futurs étudiants, et donc dans le réseau AnimaFac. Déjà, pourquoi AnimaFac? Parce qu'après tout, les associations étudiantes peut-être se débrouillent bien toutes seules. La raison d'être d'AnimaFac? Oui. La raison d'être d'AnimaFac, c'est de faire en sorte que les associations étudiantes, les initiatives étudiantes se rencontrent. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ça a été créé il y a un peu plus de 20 ans maintenant, en partant du constat, d'une part, qu'il y avait un éclatement des sites universitaires et qu'il n'y avait pas une vraie politique ambitieuse de vie étudiante, de vie de campus. On a quand même un peu changé d'époque, qu'on se le dise. Et d'autre part, qu'il y avait tout un tas d'initiatives étudiantes. Il n'y en a sans doute pas plus aujourd'hui que ce qu'il y en avait à l'époque, mais que ces initiatives étudiantes, elles étaient méconnues entre elles, et que par la force des choses, elles étaient méconnues par les pouvoirs publics, qu'on parle de l'État ou même de l'échelon universitaire. Et donc l'enjeu pour AnimaFac, l'enjeu d'AnimaFac à l'époque, ça a été de faire en sorte que ces initiatives, ces associations se rencontrent pour donner à voir une spécificité étudiante dans l'engagement, et donc pour faire en sorte que cet engagement soit mieux reconnu. Un mot pour comprendre, Claire, comment vous êtes arrivée dans ces fonctions chez AnimaFac? Alors, je suis arrivée à AnimaFac par la porte de la recherche, puisque j'ai été accueillie pendant 3 ans pour faire une thèse en chiffres sur l'engagement étudiant et sur ce que ça produit dans les constructions identitaires et politiques des individus. Wow, j'adore. Bravo pour ça. Merci. Alors, c'est vrai qu'on préparait tout à l'heure et Claire me dit avec humour, je vais faire la jeune de service. Voilà. Oui, je peux dire ce que je veux. Moi, je posais cette question candide qui est de dire, mais est-ce qu'un jeune se lève un matin et dire
dit « Je veux faire partie de la société de l'engagement ». Probablement pas. Probablement Il dit pas. je vais aller boire des bières avec mes potes et faire quelque chose sur tel sujet ou voilà, agir sur le terrain. Quelle forme ça prend? Alors, juste quand même, ça reste quelque chose de très sérieux. Hein. Enfin, Ah mince, j'ai dit aller boire des bières. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ça rebondit aussi sur la raison d'être d'AnimaFac, c'est comment on crée un espace qui soit à la fois sérieux, parce qu'on travaille quand même, mais en même temps épanouissant. Et en fait, ça rebondit un peu sur ce qui a été dit précédemment, c'est pourquoi est-ce que les jeunes s'engagent finalement? Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à s'investir dans des projets, dans des causes? Parce qu'ils cherchent à articuler quelque chose d'assez subtil qui est la quête de sens d'un côté et la quête d'épanouissement de l'autre. Et c'est vraiment important de ne pas les prendre de manière distincte. Mais effectivement, personne ne se lève un matin en se disant « aujourd'hui, je m'engage ». Personne ne se dit ça. J'ai forcé un peu le trait. Hein. Voilà. Alors, selon vous, quelles conditions pour favoriser ce que nous, on appelle l'engagement? Alors, je pense que pour répondre à cette question, il faut se demander pourquoi est-ce que les jeunes décident de s'engager? Qu'est-ce qui les attire à l'engagement? Et donc, il n'y a pas une réponse unique, parce qu'on parle des jeunes comme si c'était une catégorie homogène, c'est bien plus complexe que ça, évidemment. Mais pourquoi les jeunes s'engagent? Pour plein de raisons. Alors, ils ont envie de porter une cause, ils ont envie de défendre un projet, ils ont envie de passer du temps avec leurs amis, ils ont envie de faire des choses, de se sentir utile, parce qu'il y a ce sentiment d'utilité qui est très important. Et ça, c'est peut-être la première des questions à se poser. Après, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Philippe précédemment, parce que ça rejoint votre question. Je pense que ce qu'il ne faut surtout pas faire pour favoriser l'engagement des jeunes, c'est d'institutionnaliser l'engagement. Et la tentation, elle est très forte. Et si on réfléchit un petit peu, quand on parle d'engagement, notamment des jeunes, soit on se dit c'est terrible, les jeunes s'engagent moins, ils sont désintéressés de la chose publique, blablabla, blablabla, et on sait que c'est pas vrai, et il faut lire Socrate, enfin Platon, et on se rend compte que ça fait quand même très longtemps qu'on dit ça des jeunes. Plus longtemps que, voilà, vous voyez. Et donc du coup, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une fois qu'on s'est rendu compte que finalement les jeunes s'engageaient et que quand ils s'engagent, ça produit des choses extrêmement positives sur les parcours, et ça, je ne dirai jamais le contraire, la tentation, c'est de dire, puisqu'on est dans une société en crise, a priori, on va faire en sorte que tout le monde s'engage, puisque l'engagement peut potentiellement répondre à cette crise à laquelle nous on ne sait pas répondre. Et donc, la tentation, c'est de se dire institutionnalisons l'engagement, voilà. Faisons en sorte que l'engagement soit quelque chose d'incontournable dans les parcours de ces jeunes-là. Et c'est là où c'est la catastrophe. Parce que si jamais on présente les choses de cette manière, on va avoir un recul assez important des motivations à l'engagement. Et en fait, les jeunes, ils n'ont pas envie de s'engager dans des espaces institués. Ils ont envie de s'engager... Au contraire. Voilà, encore une fois, parce que la cause leur tient à cœur, parce que le projet leur tient à cœur, parce que leurs copains se trouvent ici. Et je ne dis pas ça pour... Enfin, c'est pas condescendant quand je dis ça, et je minimise absolument pas. Je minimise pas l'impact que ça peut avoir. Mais je pense qu'il ne faut pas projeter les attentes des générations précédentes sur la génération actuelle. Ça, c'est assez fondamental. En revanche, peut-être que ce qui est clé dans le fait de favoriser l'engagement des jeunes, c'est de faire en sorte de donner aux jeunes le sentiment qu'ils sont légitimes pour s'engager, pour porter un projet, pour défendre une cause. Et donc, on en revient à ce qu'on disait précédemment, c'est la question de la confiance. Quelle confiance on leur accorde? Et là, c'est le rôle des pouvoirs publics, en fait. C'est ne surtout pas institutionnaliser, mais valoriser, reconnaître, encourager et leur dire qu'ils sont légitimes pour ça. Merci Claire, je pense que là, le message est passé. On se reparlera dans un instant en se questionnant justement, on évoquait l'individualisme soi-disant des jeunes, on va y revenir. Alors, à la tête de Pro Bono Lab, je suis contente d'écouter Céline Le Richesse. Ce nom, il est quand même génial. Pro Bono, on comprend que c'est pour le bien commun, c'est ça? Alors, quel est ce labo qui propose de faire des missions pour les structures qui en auraient besoin dans le monde associatif? Alors, ce labo, Pro Bono Lab, quand on arrive à le prononcer correctement, bravo à vous. Oui. En effet, consiste pas vraiment à être un gigantesque cabinet de conseil, comme vous le disiez tout à l'heure. D'abord, c'est une association. C'est important de le rappeler. Et c'est une association qui est spécialiste de l'engagement par le partage de compétences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous considérons que toute compétence est un bien public, qu'une compétence, ça s'acquiert, ça se transmet, ça se partage, et que quand ça se partage au bénéfice du bien commun, ça devient magique, et que plus on mettra le plus grand nombre de gens possible en mode pro bono, et plus ça produira des effets extraordinaires pour le bien commun.
Voilà ce qu'on fait. Et donc, à ce titre-là, on conseille, en effet, mais pas seulement. On forme, on accompagne, on recherche, on expérimente. Et on travaille avec un certain nombre d'acteurs, dont des entreprises, pour accompagner le plus grand nombre de grandes causes sociétales et d'organisations à finalité sociale ou environnementale. Est-ce que vous nous donneriez des exemples pour qu'on puisse se projeter et voir vos actions et comprendre leurs effets ? Des exemples concrets d'implication des actifs, des salariés d'entreprise. Le point de départ de ça, c'est la question que se posent les dirigeants, les DRH, les directeurs du mécénat ou de la RSE dans les entreprises quand il s'agit de réfléchir au mode d'engagement de leurs collaborateurs. La question qui vient toujours, c'est est-ce que je dois dégager du temps sur leur temps de travail, et ça sera forcément limité, parce qu'ils sont quand même d'abord là pour autre chose dans l'entreprise, ou est-ce que je les incite et les encourage à s'engager sur leur temps personnel ? Et là, ça relève de leur vie privée, et sur le papier, ça ne me regarde pas, moi, entreprise. La réponse, c'est un peu une réponse de Normand, c'est les deux. L'idée, en tout cas l'idéal, c'est de proposer un parcours d'engagement, un programme d'engagement dans lequel chaque collaborateur va pouvoir venir piocher la brique d'engagement qui va lui correspondre compte tenu de ses compétences personnelles ou professionnelles, du temps qu'il est prêt à y accorder, de la thématique à laquelle il s'intéresse, des gens avec qui il a envie de s'engager. Et donc, plusieurs exemples, parce qu'il y a plein d'engagements possibles. Ça peut être un engagement qui est ponctuel et qui va déjà produire un impact significatif. Exemple concret, L'Oréal organise depuis 10 ans une initiative qui s'appelle le Citizen Day, qui consiste chaque année à ce que pendant une journée... Le jour du citoyen, alors, en français. En effet. Bon, il me semblait que tout le monde avait compris, mais merci de l'avoir précisé. Just in case. Donc, ce jour-là, il y a 6 000 collaborateurs en France et 30 000 dans le monde entier qui vont sur le terrain auprès d'associations réaliser des missions concrètes qui produisent un résultat à la fin de la journée. Ça peut paraître peu, parce que c'est une journée, et pourtant, la force du collectif, ça produit un impact significatif, ça produit du résultat, et un résultat qui n'aurait pas été atteignable dans un temps aussi court sans leur intervention. Autre exemple, où là, on va avoir des collaborateurs qui, par leur implication, vont venir participer à la politique de mécénat de leur entreprise, les deux n'étant donc ainsi pas déconnectés. Exemple, BNP Paribas qui a annoncé il y a quelques jours un engagement fort d'offrir 1 million d'heures de mécénat de compétences au monde associatif, sur les 4 thématiques sur lesquelles ils ont décidé de porter leurs engagements d'entreprise citoyenne, leur ancrage local, les nouvelles formes d'entrepreneuriat, j'ai oublié les 2 autres, mais l'entrepreneuriat féminin probablement, et l'inclusion des jeunes et la transition énergétique. Voilà. Okay. Donc voilà, ça c'est un deuxième exemple concret. Autre exemple encore. Le mécénat de compétences, puisque c'est de ça dont il s'agit, ça peut permettre intelligemment de venir dans des espaces de travail, des intercontrats par exemple, ou gérer de la saisonnalité. Qu'est-ce que c'est des intercontrats ? Des intercontrats, c'est par exemple dans des cabinets de conseil et d'audit, qui d'ailleurs ont été historiquement les premiers partenaires de Pro Bono Lab, parce qu'ils ont vite compris que ça pouvait faire partie, le mécénat de compétences et le Pro Bono, du parcours de leurs consultants. Ça veut dire qu'en intercontrat, chez EY, chez Accenture, chez Deloitte... entre 2 missions, ils ont un temps... Exactement. Ils occupent ce temps-là, grâce à leur entreprise, pour effectuer des missions de conseil pour des associations en pro bono, donc gratuitement. Comment on fait pour convaincre les dirigeants des entreprises de faire cet investissement, finalement ? Eh bien, on leur parle d'impact social, on leur parle de l'impact que va produire cette implication de leurs collaborateurs pour le bien commun, mais on leur parle aussi d'impact RH, on leur parle aussi d'impact pour l'entreprise. On leur montre aussi que cet engagement, il est gagnant-gagnant, et que cette nouvelle ère de l'engagement qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi celle où on va comprendre que l'entreprise, elle va aussi apprendre du monde associatif. On va avoir une sorte de troc de compétences où celui qui reçoit donne, celui qui donne reçoit, et tout le monde est gagnant. Merci d'avoir représenté Pro Bono Lab et ces exemples concrets, on le disait. Je vais à l'Institut de l'engagement, Claire de Mazancourt. Alors cet institut qui est né il y a 5 ans de la nécessité de créer un lien avec le service civique, ou d'accompagner ou d'aller plus loin avec ceux qui avaient exprimé quelque chose. Ça peut être aussi pour ceux qui sont engagés d'ailleurs de leur chef ou en dehors de ce service, je crois.
comment vous faites pour les capter? Je sais qu'il y a une nouvelle session de recrutement qui commencera bientôt, mi-décembre. Des promos chaque année. Racontez-nous toutes les merveilles. Pourquoi l'Institut de l'engagement, qui s'est appelé à la création Institut du service civique et qui a changé de nom parce qu'on a voulu élargir, parce qu'il y a d'autres formes d'engagement que le service civique, même si le service civique est, pour moi, une action majeure pour l'engagement des jeunes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on voit bien qu'un jeune qui, dans un parcours scolaire, montre qu'il a du potentiel, donne à plein de toutes ses qualités, va voir s'ouvrir devant lui des voies royales vers des formations de très haut niveau, vers des emplois. Et qu'un jeune qui va montrer ce même potentiel, qui va montrer ces mêmes qualités, non pas dans un milieu scolaire, mais pendant une période d'engagement, donc au service de l'intérêt général, on s'est dit qu'il fallait au moins lui ouvrir des voies républicaines, faute de lui ouvrir les voies qui sont malheureusement devenues royales. Et donc, on a créé l'Institut de l'engagement pour ça. C'est-à-dire qu'on veut repérer des jeunes qui ont un vrai potentiel, qui l'ont montré au service de l'intérêt général, qui ont un projet d'avenir, ils veulent reprendre une formation ou trouver un emploi. Il y a des ambitions incroyables, hein, vous nous le direz. Mais... Et ils ont des ambitions incroyables et des ambitions d'une diversité qui c'est fait... dans ce sens-là, je veux dire, incroyable. Une ambition, qui fait, toujours qui beau, fait leur mais... richesse, oui. Les exemples que je donnais pour que vous soyez tous dans la confidence, et pas seulement Ève. Les exemples que je donnais tout à l'heure, c'était dans nos promos. On a aussi bien Emeline qui voulait passer un CAP de bergère-vachère. Bergère-vachère, c'était son ambition. C'était son ambition. Et elle était bloquée dans ce projet. C'était tout simple, un problème de financement. C'est très très simple. Où on a Jeanne qui veut faire un master à Sciences Po et qui est bloquée dans ce projet parce qu'elle n'a pas le CV et le parcours scolaire qu'il faut pour convaincre les gens de Sciences Po de même examiner son dossier. Mais ça peut être aussi un jeune qui veut entrer chez Engie et qui ne va pas avoir le CV qui va bien, un jeune qui veut créer une start-up et qui ne va pas avoir la crédibilité. Voilà. Bon. Donc créer une association. Tous ces jeunes qui créent une asso, tous ces jeunes dont nous on sait qu'ils sont vraiment bons, on le voit pendant leur mission d'intérêt général. Et on se dit, il n'est pas imaginable de les laisser revenir à la case départ après et de ne pas capitaliser sur ce qu'ils ont montré. Et sur l'énergie qu'ils sont capables de déployer et sur les compétences. Et effectivement, les compétences appartiennent à tout le monde, mais encore faut-il qu'on leur donne les moyens de les déployer et de les valoriser. Donc voilà pourquoi on a créé l'Institut de l'engagement. Alors vous avez un processus d'une finesse incroyable pour justement valoriser, enfin capter et valoriser ces compétences. Vous nous racontez un peu la masse de contacts. Parce qu'effectivement, repérer des jeunes qui ont montré du potentiel, etc., c'est pas très très facile, surtout qu'on s'est interdit de faire un pré-ciblage. C'est-à-dire, on s'est pas dit, ben voilà, nous, notre truc, c'est les filles qui veulent faire des sciences, ou les jeunes qui sont boursiers échelon 7, ou ceux qui sont issus de l'immigration, si tant est qu'on puisse les identifier, etc. Donc on s'est dit non, nous c'est pas ça qu'on veut, on veut pas non plus faire des critères académiques, parce que des critères académiques, les concours classiques en sont pleins. Et donc comment on fait? Et on a une procédure qui est un tout petit peu particulière, dans laquelle on propose à tous les jeunes qui se sont engagés soit dans un service civique, un SVE, un volontariat de solidarité nationale, ou un bénévolat un peu structurant, on leur propose de remplir un dossier qu'on appelle dossier de candidature. L'intérêt de ce dossier, c'est que quelle que soit la personne qui commence à travailler dessus, le jeune qui commence à travailler dessus, normalement, ça l'aide à structurer son projet. Parce que le dossier, il est très simple, il n'est pas académique du tout, il y a 3 parties, on demande au jeune de parler de lui, on lui demande de parler de sa période d'engagement, on lui demande de parler de son projet, on pose quelques questions. Et déjà ça permet à chaque jeune de se poser un tout petit peu et de réfléchir à son avenir en commençant à penser à, mais au fait, moi, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'aime faire? Ma période d'engagement, qu'est-ce que, pendant cette expérience, j'ai vu qu'il y a des choses avec lesquelles j'étais à l'aise, d'autres avec lesquelles j'étais moins à l'aise, j'ai vu que j'avais des ressources pour m'en sortir quand j'avais des difficultés, j'ai vu que je pouvais apporter aux autres, j'ai vu que je savais être utile, et ça c'est énorme pour un jeune, c'est absolument énorme, notamment pour des jeunes à qui on a répété pendant toute leur scolarité qu'ils étaient bons à rien, et il y en a. Ou des jeunes à qui on n'a pas dit ça pendant leur scolarité, d'ailleurs ils ont un diplôme, hein, ils ont un master 2, mais ils envoient des CV pour retrouver des emplois et on ne leur répond même pas. On ne leur répond pas. Autrement dit, on leur jette dans la figure que ce qu'ils ont fait n'intéresse personne. Nous, on ne fait pas ça. Donc, on les fait travailler sur ce dossier, sur eux, ce qu'ils ont fait, la façon dont ils ont été utiles, et puis leur projet.
Atout, difficulté, identifier les écueils et identifier les premières voies pour essayer de surpasser ça. Et donc alors, là, vous faites passer 2000... Pardon, j'ai l'œil Ouais, sur je la suis un montre peu en longue. même temps et j'entends votre passion, mais j'en arrive aux entretiens. C'est que votre institut gère 2000 entretiens par an à ce stade, et forcément plus l'année prochaine. Qui sont vos partenaires pour alors, on fait effectivement passer ces 2000 entretiens par an à des rencontres. jeunes à qui on va donner l'occasion de parler pendant 3/4 d'heure de leur projet et de recevoir des conseils. Et pourquoi on est en capacité de donner des conseils à ces 2000 jeunes qui ont des profils hyper divers, des parcours hyper divers et des projets hyper divers? Mais tout simplement parce qu'on mobilise tout le monde. C'est-à-dire on mobilise des salariés d'entreprise, on mobilise des profs qui sont dans les établissements d'enseignement, on mobilise des collectivités locales, on mobilise des associations, on mobilise des fondations. Et si je prends par exemple l'exemple de la procédure d'admission de printemps, qui va donc effectivement commencer mi-décembre, on va mobiliser plus de 1000 personnes qui vont intervenir en bénévolat, ou dans certaines entreprises, c'est super cadré en termes de mécénat de compétences, dans d'autres, c'est à titre personnel. Plus de 1000 personnes qui vont être là et à qui on va dire, écoutez, vous allez rencontrer des jeunes, donnez-leur des conseils. Et voilà comment ça se passe. Et on a des jeunes pour qui c'est la première fois. C'est la première fois qu'ils peuvent parler de leur projet avec des gens qui sont bienveillants et qui ont un seul objectif qui est de leur donner des conseils et de les faire progresser. Nous, après, on va s'en sortir avec quelques lauréats, 700 lauréats par an. Mais à la limite, c'est pas grand-chose par rapport au fait qu'on arrive à organiser ces entretiens pour 2000 jeunes et qu'on arrive à mobiliser 1000 personnes qui vont donner de leur temps, qui vont en sortir super contents, vraiment super contents, et qui vont avoir envie de recommencer et qui vont avoir vu ce que c'est qu'un jeune qui a un parcours un peu différent, ce que ça veut dire quelqu'un qui s'est engagé, et puis qui vont voir aussi que s'engager soi-même, ma foi, c'est vachement sympa. Nous, notre truc, c'est la valorisation de l'engagement. Donc c'est la valorisation de l'engagement des jeunes, et c'est comme ça qu'on est parti et qu'on l'a proposé. Mais des accompagnants aussi. Mais on valorise aussi l'engagement de tous ceux qui jouent avec nous. Et notamment, on fait une valorisation, y compris en euros. C'est-à-dire que dans nos comptes, dans notre rapport annuel, on présente bien sûr notre budget financier, tout ce qu'on a dépensé, mais on valorise aussi toute l'implication avec nous des bénévoles, le temps passé, on compte le nombre d'heures, on multiplie par un salaire moyen qui est probablement moins élevé que celui des gens que la réalité. Que la réalité. On compte les apports en nature. Par exemple, quand on organise nos universités de l'engagement où on regroupe tous nos lauréats, on squatte des endroits où il y a un amphi pour 400 jeunes, où il y a 20 salles d'ateliers en parallèle. Et ça a de la valeur. Sont des partenaires qui nous prêtent. Donc on valorise tout ça. Et on se rend compte qu'on double notre budget. Autrement dit, quand chacun d'entre vous, à la sortie de cet amphi, va faire un chèque de 500 € à l'Institut, il faut qu'il sache. Déductible de vos impôts, ça va vous coûter 3 fois rien, franchement. Il faut qu'il sache qu'avec ces 500 €, nous, on va donner 1000 € à nos lauréats. Et la valorisation des actifs, des salariés d'entreprise, c'est quelque chose d'énorme. Alors, j'entendais ce que vous disiez, ils s'engagent parce que la quête de sens, parce que le sentiment d'être utile. Wow. Moi, je trouve que faire bien son boulot dans une entreprise, ça a vachement de sens déjà. C'est-à-dire le milieu associatif n'a pas le monopole du sens. Ouais, c'était limite. Je suis d'accord, c'est limite. Non, mais c'est bien de lancer un petit... Faire bien son boulot, c'est vachement utile. Travailler dans une entreprise qui fabrique de moelleux coussins, c'est hyper utile. Ou les peaux de mouton de Philippe Jachan. Sur la quête de sens et l'utilité, oui. Mais c'est vrai que moi, je suis convaincue que l'engagement doit être valorisé et que l'engagement donne du sens à l'avenir. Alors, puisqu'on parle d'avenir, je vous questionnerai aussi sur comment on fait monter toutes ces forces. François Hollande, vous avez envie de réagir sur ces thématiques? Je vous voyez concentré. Il se veut aussi... Mais volontiers. Non, mais je croyais voir poindre une réaction. Alors, j'ai fait cette proposition. Niels Pedersen, vous avez attendu patiemment votre tour de parole. Merci de jouer le jeu. Vous êtes là aujourd'hui, entre autres, pour partager quelques chiffres avec nous. C'est dans vos missions d'observer et d'analyser. Quelles sont j'allais dire les tendances. Les chiffres, je les donnerai finalement à la fin, et puis certains d'entre vous les connaissent déjà. Et puis la patience d'un laboratoire d'idées qui existe depuis 1981 est mise à l'épreuve, et tant mieux. Un laboratoire d'idées, ça réfléchit, ça cogite, ça réunit différents partenaires, et je me réjouis d'être là.
ce qui est intéressant qu'on ait un laboratoire d'idées, c'est d'observer finalement la société au travers du prisme du fait associatif. Qu'est-ce que le fait associatif dit de nous, dit de notre société? Et je vais prendre quelques chiffres volontairement un peu pessimistes. Quand on regarde les chiffres, les baromètres, les Français sont parmi les plus pessimistes au monde, ne croient pas en l'avenir, sont en colère. Les Français ne croient pas en la mondialisation. Donc on regarde et on se dit, mince alors. Si on regarde en fait dans la confiance, dans les piliers démocratiques que sont par exemple les partis politiques qui sont inscrits nominément dans la Constitution ou des syndicats, seuls 9% des Français font confiance aux partis politiques. Je parle bien des partis, pas des hommes politiques ou des femmes. Les syndicats, le taux d'adhésion à un syndicat est de 8%. Pardon, vous avez dit non pas les hommes ou les femmes politiques, mais les partis. Le taux de confiance dans les partis politiques est de moins de 10%. Donc ça, je veux dire, le nombre d'adhésions se confirme. Regardez, le nombre de dons dans les partis politiques diminue. Donc ça veut bien dire qu'il y a une défiance aujourd'hui dans un certain nombre de nos institutions régaliennes. Et pourtant, les Français sont finalement optimistes et les Français sont engagés, et on l'a dit. Et quand on regarde aujourd'hui dans les chiffres et qu'on regarde entre l'évolution du bénévolat entre les années 2000 et 2017, ce sont plus de 22 millions de Français qui sont engagés dans le monde associatif. 22 millions d'hommes et de femmes de plus de 18 ans. Et quand je parle de bénévolat, je ne parle pas de mécénat de compétences, je ne parle pas du service civique, il y a encore moins d'autres formes. Je parle bien de ces formes libres, ces formes d'engagement libres et volontaires, spontanées, hors du temps familial, hors du temps de travail, d'hommes et de femmes de plus de 18 ans qui s'engagent pour les autres, qui s'engagent en faveur d'autrui dans plus d'1,5 million d'associations. Et c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Or, le drame de notre société, c'est qu'on ne reconnaît pas cet engagement, on ne valorise pas cet engagement. 43% des Français sont engagés dans le monde associatif, 43% des étudiants de terminale ont eux-mêmes un engagement dans le monde associatif. On avait fait une étude, je travaillais à EDF avant, 42% des salariés d'EDF, par exemple, sont engagés, mais certainement les mêmes chiffres dans d'autres entreprises. Ça veut bien dire que c'est très très fort. Or, aujourd'hui, le monde associatif n'est vu que sous le prisme bien souvent économique, et c'est important, 1,8 million d'emplois dans le monde associatif, 2,2 millions dans l'ESS au sens large. Pourtant, si vous prenez l'engagement bénévole, et on va prendre le chiffre le plus bas, l'équivalent d'équivalent temps plein travaillé du nombre de bénévoles des 22 millions, c'est entre 1,3 million et 1,4 million de bénévoles qui sont engagés au quotidien dans des associations. Si on ne reconnaît pas cette expertise, si on ne reconnaît pas cet engagement, la société va dans le mur. Donc la recherche de sens, elle est là. Ce qu'on oublie aussi, c'est que notre République vit sur un mythe. Elle vit sur un mythe que la République et que le gouvernement ou que l'homme-providence ou la femme-providence, mais on n'a pas encore eu de femme présidente de la République, pourrait résoudre tous les maux du monde. C'est quand même oublié, et on a un grand témoin ici, c'est que le pouvoir du président de la République aujourd'hui est sans commune mesure avec les pouvoirs d'un Charles de Gaulle. Je veux dire, la montée en puissance des collectivités locales. Et d'ailleurs, le taux de confiance envers la puissance publique est très bas. Le taux de confiance envers les maires ou les collectivités locales est extrêmement fort. Plus de 72% des Français font confiance aux collectivités locales. Plus de 55% des Français font confiance aux associations. Pourquoi ? Parce que les associations sont des acteurs de proximité. Donc on est dans le terrain, la proximité, le local. Les bénévoles, les acteurs associatifs au sens large, connaissent leur terrain. Je veux dire, au niveau d'expertise, et je ne fais pas offense aux expertises des hauts fonctionnaires, elle est utile. Ce qu'il faut faire, c'est combiner l'expertise. On parlait de mécénat de compétences. Quand on arrive à combiner la compétence salariée avec de la compétence bénévole, on sort de là extraordinairement grandi. Et je vais prendre un autre exemple, on en parlera peut-être dans la gouvernance. Je pense qu'il n'a échappé à personne que la crise climatique fait un ravage sans conséquences, avec des conséquences extraordinaires. En tout cas, inconnu jusqu'à présent. Voilà, inconnu jusqu'à présent. L'ONU a lancé son agenda 2030 des objectifs de développement durable. Effectivement, on peut dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ce machin, un truc très technocratique lancé par l'ONU, encore une superstructure mondiale. C'est oublier que d'abord, l'ensemble des experts et des États ont été associés, l'ensemble des ONG ont été associés, Philippe pourra en reparler, et que surtout, cela nous donne un cadre d'action pour agir en commun, ensemble, pour mener ensemble des objectifs, les associations, les entreprises, la puissance publique, et que si on change le paradigme, et c'est là où je voudrais en venir, si on change de cette vision extrêmement verticale où le pouvoir vient d'en haut, mais qu'on accepte que le pouvoir est horizontal et que chacun, à son niveau d'expertise, détient une clé, je vais dire de la vérité ou des vérités, ou en tout cas de l'expertise, on ira beaucoup plus loin. Et si aujourd'hui on reconnaît pleinement l'engagement associatif sous toutes ses formes, que ce soit le service civique, que ce soit les jeunes engagés, quelles que soient les formes, je pense que notre société, la société de la bienveillance, la société de la confiance, irait beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus difficile justement de combiner le local et les institutions? Parce que finalement, on n'arrête pas de parler de mixer des forces ou des générations.
C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, de créer les passerelles. Le plus difficile est souvent de faire confiance à des bénévoles dont on ne reconnaît pas toujours la légitimité. Donc ça passe par ça. Voilà, c'est facile. Une entreprise, vous êtes un expert, vous avez une carte de visite, vous êtes expert en développement durable, vous avez un statut. Un bénévole, et c'est la liberté, on parle quand même de la liberté d'association, le contrat de liberté d'association de 1901. Donc la liberté est un élément fondamental et constitutif du monde associatif. Donc tout un chacun peut être bénévole et tout un chacun peut développer des compétences. Et d'ailleurs, tout un chacun développe des compétences. Simplement, elles ne sont pas forcément reconnues au travers de diplômes, elles ne sont pas reconnues par des pairs, elles ne sont pas forcément reconnues par l'autre. Et le rapport à l'autre dans l'association est très important. Or, généralement, ce qui est bénévole et donc ce qui est considéré comme non contributif au PIB n'est pas reconnu. Et la question de la valeur et la question de la valeur produite au sein des associations, elle est importante. On parle beaucoup de mesures d'impact. La mesure d'impact, ce n'est pas simplement monétariser, c'est important. C'est donner une valeur à des éléments qui ne sont pas forcément mis en avant, soit parce qu'ils sont tellement évidents pour l'association qu'on ne cherche pas à les mesurer, ou parce que, encore une fois, ils ne rentrent pas dans le cadre traditionnel et classique. Peut-être aussi parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire et on expérimente. Et c'est l'art des mondes associatifs, c'est d'expérimenter. D'innover, c'est des formidables laboratoires de recherche et développement au niveau local. Encore faut-il aussi les financer. Oui, pour se former aussi, etc. Merci. On reviendra sur le sujet de la gouvernance, qui est la question que je vais vous poser à tous. François Hollande, je voulais solliciter votre réaction à ces différentes opinions, thèmes, questions. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, merci pour toutes ces interventions et ces témoignages. Je vais donner le mien. D'abord, sur l'engagement des jeunes d'aujourd'hui, il est, à mon avis, extrêmement disponible et profond. J'ai pu m'en apercevoir parce que j'ai fait une tournée en France, aussi bien pour un livre que je présentais que pour la Fondation. Et presque à ma grande surprise, j'ai vu venir vers moi, non pas des petits-enfants, mais beaucoup de jeunes, mais énormément de jeunes. Des jeunes de 15 à 17, 18 ans. Aucun n'avait voté pour moi par définition. Et donc, ils ne venaient pas pour me remercier ou pour me dire que c'était des vieux compagnons, en l'occurrence camarades de route depuis longtemps. Non, ils venaient me poser cette question simple à un ancien président ou un président d'une fondation. Alors, comment fait-on pour s'engager? Qu'est-ce que l'on peut faire pour le pays, mais pour nous-mêmes? Qu'est-ce que l'on peut montrer d'utile à des jeunes qui, aujourd'hui, sont disponibles? Donc, je partage complètement l'analyse selon laquelle cette génération, mais je pense que ça a dû être vrai de beaucoup d'autres, cette génération est pleinement consciente à la fois du désordre planétaire. Bon, pas simplement le climat, parce que s'il n'y avait que le climat, mais je ne veux pas encore noircir le tableau, mais il y a le désordre qui se produit à travers des conflits, des guerres, la faim, le développement ou le sous-développement, bref, les mouvements migratoires, les réfugiés. Donc, pour les extrémistes, le volontarisme, les attentats, et sans doute aussi viennent-ils me voir par rapport à cette période-là. Mais donc, le global, comme l'on dit, les mobilise considérablement. La planète, le mondial. Et parallèlement, le local ou le proche les mobilise aussi énormément. Le problème, c'est peut-être l'intermédiaire, le cadre national ou européen. Mais entre une envie de s'engager pour changer le monde, je dis bien pour changer le monde, pas pour contribuer à ce qu'il soit moins dur ou moins douloureux, donc pour le changer et pour changer aussi la vie au plus près. Donc voilà, sur ce capital qui existe d'engagement, il est tout à fait réel. Deuxième réflexion sur le service universel. Moi, je vais vous donner mon point de vue. D'ailleurs, c'est le point de vue que j'ai défendu comme président de la République. Le bénévolat n'est pas une obligation. L'engagement n'est pas une contrainte. C'est une liberté. Donc, il ne peut pas, à mes yeux, y avoir de service universel obligatoire. Ça ne peut être qu'un acte volontaire, un acte délibéré et un acte valorisé. Ce qui peut être, et je suis
tout à fait d'accord avec ceux qui se sont exprimés, notamment Philippe. Ce qui peut être obligatoire, c'est l'éducation. C'est l'éducation civique, ce sont les comportements face à des risques ou à des dangers, c'est l'initiation à des gestes qui sauvent. Ça fait partie de l'éducation obligatoire. Qu'est-ce que l'on veut que les jeunes d'aujourd'hui puissent eux-mêmes disposer comme élément de cohérence, de cohésion dans une société. Mais en revanche, sur l'engagement pour les autres, sur la recherche d'utilité, c'est une décision individuelle qui d'ailleurs n'a de sens que parce qu'elle est volontaire. Quand j'ai interrogé les jeunes du service civique, je leur posais, mais si ça avait été obligatoire, j'avais cette réponse, si ça avait été obligatoire, on ne l'aurait pas fait. On aurait essayé de s'y soustraire. Mais comme c'est volontaire, ça nous élève, ça nous dépasse, ça nous rend plus forts nous-mêmes, tout en donnant à d'autres le bénéfice de notre engagement. Troisième réflexion sur comment, si l'engagement n'est plus aussi politique, il y a quand même une politique de l'engagement à mettre en œuvre. Quelle pourrait être une politique de l'engagement? Comment stimuler toutes les formes d'engagement, à tous âges et dans toute situation, et sur tout lieu? Il y a la prise en considération que le temps disponible pour l'engagement est plus grand que par le passé. Et ça vaut sur toute la vie. On a plus de temps pour s'engager parce qu'on se forme plus longtemps. On a plus de temps pour s'engager dans l'entreprise parce que finalement, il y a des disponibilités ou il y a peut-être des formules qui peuvent être proposées. Et puis, même si l'âge de la retraite n'est pas forcément fixe, on sait qu'on aura une espérance de vie qui nous permettra de nous engager. Mais ça ne suffit pas d'avoir du temps. Il faut aussi qu'il y ait une stimulation de l'engagement. D'où l'enjeu de l'accompagnement. Parce qu'en réalité, c'est ça, comment soutenir? C'est par l'accompagnement. Il y a plein de personnes qui veulent s'engager, mais qui n'ont pas forcément l'information. Il faut leur donner, c'est le rôle qui est le vôtre aujourd'hui. C'est de leur proposer des actions, mais aussi c'est d'accompagner ceux qui vont créer de nouvelles formes d'engagement. Donc il doit y avoir une politique de l'accompagnement. Alors ça peut se faire par les fondations, par les associations, par les entreprises, par l'État ou les collectivités locales. Mais il y a une nécessité à imaginer une formation pour des acteurs qui vont accompagner l'engagement. Ensuite, il y a la question du financement. Alors, le financement, les chiffres ont été aussi donnés, il est de moins en moins public et de plus en plus privé. Et il est à craindre, quels que soient les gouvernements, que les situations des collectivités locales ne vont pas non plus améliorer le financement public. Donc il est à craindre que la part du financement public continue de se réduire. Elle s'est déjà beaucoup réduite. Je ne parle pas des emplois aidés, qui a été aussi un moyen d'accompagner les associations. Mais quand on ajoute les réductions des crédits et la suppression des emplois aidés, ça fait moins de financement public. Donc comment doivent pouvoir être levés des nouveaux fonds? D'abord, il y a les particuliers. Alors il peut y avoir des politiques fiscales, mais il faut aussi qu'elles soient bâties sur la confiance. Le particulier doit avoir confiance dans l'argent qu'il met, d'où l'importance des fondations, mais aussi des labels que l'on peut donner et des contrôles qui peuvent être effectués et du mouvement lui-même associatif qui doit se structurer par rapport à cette exigence de confiance. Et puis, il y a le financement des entreprises et je pense que là aussi, il faut réfléchir à des nouvelles formes de banque de l'engagement. Plutôt que chaque entreprise fasse de son côté, il faut imaginer une mutualisation des financements qui pourraient être apportés à des associations. Je termine sur l'avenir de l'engagement, parce qu'on peut se poser cette question. Est-ce que dans nos démocraties, qui sont quand même extrêmement fragiles, il y a encore une place pour l'engagement? Ou est-ce que les passions, est-ce que les pulsions, est-ce que les replis vont prendre la part prépondérante? Donc, la question de l'engagement n'est pas simplement qu'une question d'utilité ou de solidarité. La question de l'engagement, elle est fondamentale par rapport à l'enjeu même de la démocratie. Pas de démocratie sans engagement. L'engagement peut ne pas être politique, peut ne pas être syndical,
peut ne pas être associatif. Mais alors, où va-t-il passer? Nous avons besoin de l'engagement. Sinon, nos démocraties vont devenir extrêmement virtuelles. J'y viens. Par rapport à cette invasion de la virtualité, de la dématérialisation, où chacun pense, ce qui est quand même un problème, qu'il détient la vérité à lui seul et essaye parfois de la faire partager, par voie d'insulte le plus souvent, ou de dénonciation ou de délation. Dans une société où chacun recherche ceux qui pensent comme lui ou comme elle. C'est-à-dire non pas convaincre, mais avoir des semblables et non pas des différents. Ne pas nouer un débat contradictoire, mais être simplement conforté dans ses certitudes. Eh bien, c'est là que se trouve la place de l'engagement. Et en y réfléchissant bien sur ce que peut être l'avenir de l'engagement, et je pense qu'il est grand, c'est que face à ce monde virtuel, à ce monde individuel, face à ce monde qui a peur, qui se rétracte, finalement, l'engagement apporte ce que personne d'autre peut fournir, c'est-à-dire de la relation humaine, c'est-à-dire la dimension humaine dans l'action que l'on peut engager. Et donc c'est pour ça que je pense que tant qu'il y a de l'humanité, il y aura de l'engagement, mais l'engagement doit être au service de l'humain. Merci. Puisqu'on est dans les défis, je vous livre à tous le défi du respect de l'agenda. Voilà, c'est une responsabilité partagée maintenant. Je voudrais, alors, à tous, la question de la gouvernance, et on l'a dit plusieurs fois, comment on fait pour que ces jeunes qui s'engagent, on le sait, prennent des responsabilités, soient formés pour le faire, sécurisés, etc. Je voudrais votre regard à chacun, mais je crois que vous allez avoir 1 minute chacun à peu près. Philippe Jachamp, vous allez être le premier à relever le défi. Merci, c'est particulièrement, particulièrement frustrant parce que beaucoup de réflexions extrêmement intéressantes mériteraient chacune pratiquement une séance. Non, quelques éléments. Bon, moi, j'ai beaucoup insisté, on a évoqué la responsabilité d'une certaine manière des politiques publiques de nourrir et de renforcer cet engagement. Peut-être qu'on n'a pas parlé de la dimension collective dans l'engagement, mais c'est peut-être, et il me semble essentiel pour nous de passer de l'envie individuelle vers la dimension collective de l'engagement, qui est au cœur du fait associatif et de la question associative. Et de ce point de vue, moi, je veux du coup évoquer aussi les responsabilités qui sont les nôtres, c'est-à-dire celles des acteurs associatifs eux-mêmes par rapport à cette vitalité-là. Claire de Mazencourt disait tout à l'heure, les associations n'ont pas le monopole de l'engagement, ça va de soi. Bon, pour autant, c'est quand même dans la forme associative qu'elle se déploie le plus souvent, mais évidemment que ça n'est pas le seul lieu. En tout cas, pour ce qui relève des associations, il est aujourd'hui essentiel pour nous, au mouvement associatif, de penser les nouvelles formes d'engagement en fonction des structures associatives telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc oui, il y a des enjeux pour le monde associatif, à savoir faire place à ces nouvelles aspirations, à ces nouvelles formes d'engagement, à savoir transformer, probablement, en tout cas repenser et réfléchir aux modalités de gouvernance. Ça veut dire qu'on n'empêche plus de temps de mandat, on se cale sur les discussions qu'on a ailleurs. C'est-à-dire de savoir faire place aux nouvelles générations, aux nouvelles aspirations dans le monde associatif, y compris traditionnel. C'est savoir, comme le débat peut être aussi développé dans le monde politique, penser aussi des limitations de mandat, par exemple dans le temps dans le monde associatif, penser au partage de responsabilités, à la démultiplication des lieux de participation. Donc l'injonction que nous faisons nous-mêmes vis-à-vis de nos propres familles, c'est qu'elles regardent, qu'elles prennent la mesure et qu'elles donnent de l'attention à ce qu'est la vie associative au sein de chacune des associations. C'est-à-dire le fait associatif, ce qui fait la liberté de l'engagement, c'est essentiel à la vitalité de nos organisations.
Mais ce point-là est fondamental, parce que le contexte n'est pas toujours favorable. C'est-à-dire quand les associations sont aujourd'hui conduites de plus en plus à devoir gérer, à devoir boucler les budgets, à devoir répondre aux injonctions, à devoir rendre des comptes, à devoir courir après telle ou telle expertise de plus en plus pointue, parce que les formes de financement deviennent de plus en plus exigeantes. Si vous voulez, on a de moins en moins de temps à consacrer à ce qui est, encore une fois, la vitalité et du projet associatif lui-même, qui est le fondement. Donc, il y a à la fois une alerte qu'il faut lancer au contexte, au pouvoir public, aux partenaires du monde associatif, aux financeurs du monde associatif, pour dire attention, à respecter aussi la vitalité et le projet associatif. Il y a une alerte interne à envoyer à nous-mêmes pour que, justement, dans le monde associatif, on donne une attention à ces nouvelles formes d'engagement, aux aspirations des jeunes ou des moins jeunes qui se disent « Tiens, cette cause-là, j'ai envie d'y contribuer, cette association-là m'intéresse parce qu'elle défend cette cause, j'y vais », eh bien, il faut que l'association en question sache faire place à cet engagement-là et lui permettre de se déployer aussi dans le projet et de participer au projet associatif. Et ça vaut pour les salariés, pour les bénévoles, mais ça vaut aussi pour les salariés. Message reçu. Merci Philippe Jachan. Alors, à tous les quatre, je vous pose en quelque sorte la même question et sous la contrainte du temps également, parce que je crois que François Hollande doit partir rapidement. Claire Toury, ces jeunes-là, ils sont si individualistes que ça, on peut leur confier des responsabilités avec AnimaFac? C'est pas incompatible, hein, vous savez, mais d'une certaine manière, ils sont peut-être plus individualistes que leurs idées, mais c'est pas plus mal, parce que l'individualisme, c'est aussi l'émancipation, c'est aussi le fait de ne pas être contraint, replié dans sa communauté, de pouvoir appartenir à plusieurs catégories, d'avoir des identités multiples, donc c'était juste un petit point de nuance sur le terme, mais bien sûr qu'on peut leur faire confiance. Enfin, nous, on est une association de jeunes dirigée par des jeunes, on est constitué d'associations de jeunes dirigées par des jeunes, donc par définition, ces jeunes-là, ils arrivent en responsabilité très vite, et il s'avère qu'ils président des associations, qu'ils gèrent la trésorerie de ces associations-là, qu'ils arrivent aussi à trouver des financements, qu'ils arrivent à monter des événements, qu'ils arrivent à rassembler des dizaines et des centaines et des milliers de personnes, un peu comme les plus âgés. La question, c'est de savoir si la gouvernance des structures plus instituées, disons, est prête à leur laisser de la place. Et à leur laisser vraiment de la place, pas uniquement à les consulter, à les faire participer, à les faire expérimenter. C'est pas à savoir ce que les jeunes pensent du projet associatif des moins jeunes, c'est savoir comment les jeunes, au même titre que les autres, contribuent à construire ce fameux projet associatif. Donc, laisser de la place et donner des actions et des pouvoirs réels. Exactement. Merci. Céline Le Richesse, pour Pro Bono Lab, quel est votre regard justement sur la question de la gouvernance et de la montée en puissance des plus jeunes? Alors, les plus jeunes ou pas d'ailleurs. Tous. Le regard de Pro Bono Lab, c'est que l'entreprise, elle a aussi un rôle à jouer par rapport au renforcement de la gouvernance des associations. Précisément, en rendant moins inextricables les contraintes d'agenda de leurs salariés qui sont, pour certains, aussi engagés dans leur vie personnelle dans une association. Je connais le sujet de près. Je préside un conseil d'administration de 12 personnes, dont tous ne sont pas indépendants ou chefs d'entreprise comme moi, et donc comptables de leur temps par rapport à un employeur. Et donc, organiser des réunions de conseil d'administration, de bureau, être présent pour les temps forts de l'association et dégager du temps et de l'expertise pour accompagner sur des sujets divers et variés l'équipe permanente salariée de l'association, ça demande du temps. Et tout ce temps-là, si l'entreprise peut être derrière ces engagés-là, à l'instar de ce qui se fait pour les sportifs amateurs de haut niveau, eh bien, rêvons d'une nouvelle ère de l'engagement où on aurait des possibilités pour les engagés de haut niveau grâce à l'entreprise. Avec cette flexibilité, merci Céline Le Richesse. Je vais à Claire de Mazancourt pour l'Institut de l'engagement et ensuite Niels Pedersen pour la Fonda. Et puis ce sera notre conclusion. Je vais d'abord faire je sais que j'ai pas le droit, mais petit retour arrière parce que je m'en voudrais pas le dire du tout sur le service national universel obligatoire, etc. Il y a quand même un truc dont on n'a pas du tout parlé et je suis d'accord que l'engagement ne doit pas être obligatoire. La mixité sociale devrait l'être en revanche. Et c'est un truc qu'on a un peu perdu pour la moitié de la population française seulement avec la suppression du service militaire. Je vais le jouer à l'Alexandre Mars. Combien parmi vous ont fait leur service militaire? Nous sommes plusieurs donc.
Donc voilà, ça c'était juste la petite parenthèse que je veux faire, particulier, mais pas indépendante du fait que je sois là où je suis aujourd'hui. Je comprends. Sur la gouvernance associative, nous c'est un truc qu'on a testé. En fait, on a été démarché à l'Institut de l'engagement par la Croix-Rouge française et APF France Handicap, qui sont quand même en matière de bénévolat des jeunes, pas exactement des perdreaux de l'année, hein, et qui sont venus nous voir en disant, nous on a vraiment envie de faire monter les jeunes dans la gouvernance, et effectivement l'envie doit venir de l'interne, c'est sûr, ça ne viendra jamais de l'extérieur. On a envie de les faire monter dans la gouvernance, mais il faudrait qu'on arrive à les former. Donc bien sûr, ils avaient une énorme action en interne, pour convaincre, pour arriver à organiser ce mouvement. Et puis ils disaient, mais on a besoin quand même de les former, et ils sont venus nous voir en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc nous, on a créé une filière qu'on appelle gouvernance et engagement, et qui nous permet de prendre un certain nombre de jeunes chaque année. Donc ça a commencé avec la Croix-Rouge, APF France Handicap, maintenant il y a la Ligue de l'enseignement et familles rurales. Et des jeunes qu'on fait monter en responsabilité avec les questions qui sont, ben oui, comment je concilie la prise de responsabilité en association et ma vie professionnelle et ma vie familiale, parce que quand on est jeune et qu'on commence à créer une famille, ça prend du temps. Avec d'autres questions qui sont, comment est-ce que je fais pour me sentir légitime quand je porte la parole d'un organisme? Ça, c'est super compliqué. Et comment je fais pour non seulement me sentir légitime, mais faire remarquer à ceux qui penseraient que je ne le suis pas, qu'en fait, je le suis. Comme dirait la petite jeune là-bas qui nous a tous traités de vieux au début. Voilà. Donc ça, c'est des points qui sont majeurs. Cette filière gouvernance et engagement, on l'a ouverte en 2016, et un de nos lauréats est devenu administrateur de la Croix-Rouge française, un de nos lauréats est devenu administrateur de APF France Handicap. Donc même dans les très grosses assos, c'est possible. Bel exemple. Merci beaucoup, Claire de Mazencourt, Institut de l'engagement. Niels Pedersen, président de la Fonda. Je vous pose la même question sur ces défis de la gouvernance, et puis ce sera le mot de la fin. Nous conclurons. Je vais être rapide, c'est difficile. Je pense que pour que le secteur associatif soit crédible, c'est ce que je disais avant, il doit être exemplaire. Et je vais vous donner quelques chiffres. Donc j'ai donné les chiffres de l'étude de Lionel Proutot, une chercheur à l'Université de Nantes qui a sorti ces chiffres que vous retrouvez sur le site de la Fonda. Et je fais aussi la pub, parce que nous avons sorti un numéro sur les dynamiques de l'engagement. Donc je vous encourage vraiment à le lire. L'assistante du magicien. Voilà. La question de l'exemplarité, et tu le disais, aujourd'hui, 61% des présidents sont des hommes, et alors que 59% des adhérents ont moins de 54 ans, 63% des présidents ont plus de 55 ans. À partir du moment où on ne fait pas place à toutes les composantes de la diversité de notre société, on ne va pas y arriver. Et je voudrais quand même rappeler que la gouvernance ou le projet de présidence n'est pas une fin en soi. Il est au service d'un projet, il est au service d'une mission. Donc à un moment, il ne faut pas se tromper, et que le renouvellement a du bon. Et la Fonda un exemple, puisque vous avez un jeune président de 36 ans. On apprécie. Donc je fais partie des très jeunes. Non, voilà, pas de coquetterie. Mais, et je voudrais finir par un mot, et pour le coup, qui sera peut-être un peu plus alarmiste que mon introduction, c'est l'urgence. L'urgence écologique, je veux dire, l'urgence de l'action, elle est maintenant, elle est tout de suite. Je ne sais même pas s'il faut changer le monde, il faut faire en sorte que le monde ne s'écroule pas devant nos yeux. L'urgence, elle est aussi à côté de chez nous, la Hongrie, la Pologne. La Hongrie aujourd'hui contrôle les fonds qui sont donnés aux associations. La Pologne restreint aussi le pouvoir démocratique. Je ne parle même pas de la Russie ni de la Turquie, et je ne parle pas des États-Unis dans une certaine mesure, et encore moins du Brésil. Aujourd'hui, si on est entre nous, donc on peut se gargariser que tout va bien. On peut aussi trouver que tout va mal dans notre milieu, c'est sûr, il y a plein de choses à améliorer. Si on ne prend pas conscience de cette urgence de la mobilisation, et de cette urgence de laisser le pouvoir d'agir aux citoyens, quelle que soit la forme de l'engagement, qu'il soit associatif ou non, même si 90% lui dans une association, le pouvoir d'agir, il est très fort, il faut l'accompagner, parce que demain, c'est trop tard. Donc agissez aujourd'hui. Merci Niels Pedersen. C'est le moment de conclure nos échanges. Merci, Monsieur le Président de la Fondation La France s'engage, François Hollande, qu'on peut applaudir, qui était partenaire d'ailleurs de la table ronde. Philippe Jachan, Claire Toury, Céline Lorichès, Claire de Mazencourt, Niels Pedersen. Merci à vous tous et bon forum.
The heart always knows. The heart always knows. You came to me 'cause something told you to. And I'm here by your side because I felt it too. So let's take our fears and just let them go, because the heart always knows. Yeah, the heart always knows. There's no tomorrow, there's no yesterday. Let this soft summer breeze blow them all away. Lay here with me in this sweet afterglow and just believe.